vous vous rendez en Espagne avec une équipe d'archéologues, dans l'espoir de mettre au jour d'antiques artefacts. Par chance, vous découvrez l'un des plus grands trésors de l'âge du bronze ibérique. Cette appellation désigne les cultures de cette époque en Espagne et au Portugal. Parmi les objets exhumés figurent des monnaies, des bijoux, des vases, ainsi que 2 pièces singulières. L'une évoque un fragment de sceptre, l'autre ressemble à un bracelet. Leur étrangeté? Elles semblent liées à l'espace. En 1963, à quelques kilomètres de la ville de Villena, en Espagne, des scientifiques mirent au jour le trésor de Villena, l'un des plus importants dépôts d'or de l'âge du bronze. Fait curieux, existe-t-il des trésors de bronze datant de l'âge d'or? Qu'importe. L'or découvert a été daté entre 1500 et 1200 avant notre ère, à l'exception toutefois du sceptre et du bracelet, dont la provenance semble étrangère. Leur origine serait extraterrestre, dit-on, ce qui rend leur datation incertaine. Bien sûr, ce n'est qu'une plaisanterie, du moins, en partie. Lorsque les chercheurs examinèrent les objets, ils constatèrent que ces 2 pièces étaient faites non d'or, mais de fer. Et alors, pourriez-vous penser? Le problème, c'est qu'à l'âge du bronze, on ne savait ni exploiter ni forger ce métal. La maîtrise du fer n'est apparue qu'environ 4 à 7 siècles plus tard, vers 850 avant notre ère. Alors, comment expliquer leur existence? Un indice troublant de ce mystère a été découvert en Égypte ancienne. Dans la tombe de Toutankhamon reposait un poignard en fer, présentant des caractéristiques semblables. Mais cet objet était bien plus précieux que les autres, car il avait été fabriqué à partir d'un matériau céleste, une météorite. De fait, le bracelet et le sceptre sont eux aussi composés de fer météoritique. Ce type de métal se distingue par une teneur élevée en nickel, absente dans le fer terrestre. Tout cela devient cohérent. Les peuples de l'âge du bronze ne pouvaient pas extraire le fer des profondeurs. Mais rien ne les empêchait de récupérer celui tombé du ciel. Imaginez l'émotion de posséder des bijoux ou une dague confectionnée à partir d'un matériau ayant voyagé durant des millions d'années dans les immensités de l'espace. Peut-être renferme-t-il même des particules d'une étoile ancienne aujourd'hui éteinte. À ce jour, ces 2 artefacts issus du trésor de Villena constituent les plus anciens objets en fer météoritique recensés sur la péninsule ibérique. Maintenant que chaque pièce est à sa place, vous pouvez admirer l'ensemble des richesses composant le trésor de Villena. Ce dernier comprend 66 objets, bols, bracelets, flacons, bijoux en or, 3 flacons d'argent ainsi qu'un bouton en or ambré. Près de 10 kilos d'or ancien soigneusement dissimulé, dont la découverte ne fut possible qu'après 3 millénaires. Ce rêve pour tout archéologue est exposé au musée de Villena, où sont présentés des vestiges couvrant plusieurs époques, allant de la préhistoire, il y a environ 50 000 ans, jusqu'à l'époque contemporaine. Vous y trouverez des objets issus des cultures ibériques, romaines et arabes. On y observe non seulement bijoux et monnaies, mais aussi les vestiges de colonnes, céramiques et autres artefacts architecturaux. Cette collection figure parmi les plus importantes en matière de trésors préhistoriques en Europe. Et le plus remarquable est que l'accès à cet ensemble exceptionnel ne coûte que 2 € environ. Rendez-vous à Villena, découvrez donc ce musée, et imprégnez-vous de son histoire. Hé l'ami, on m'a dit que vous possédiez un détecteur de métaux. Pourriez-vous m'aider à retrouver ce marteau que j'ai perdu dans mon champ? Vous demande un vieux fermier. Vous prenez votre appareil et entamez les recherches. Mais au lieu d'un marteau, vous déterrez des centaines, voire des milliers de pièces d'argent estimées à environ 2 millions d'euros. Vous vous réjouissez que le fermier ait égaré son marteau, car vous voilà riche. Mais stop, sachant que ce terrain lui appartient, lui révéleriez-vous votre trouvaille ou la garderiez-vous pour vous? En réalité, aucune de ces éventualités ne s'est produite. En 1992, Eric Lowes aidait un agriculteur à retrouver un marteau perdu dans un champ proche de Oxon, dans le Suffolk en Angleterre. Son détecteur de métaux révéla un trésor caché d'une ampleur considérable. Cuillères en argent, bijoux en or, plus de 500 pièces d'or et quelques 14 000 pièces d'argent. Par hasard, Eric Lowes mit au jour la plus vaste collection d'or et d'argent de la fin de l'époque romaine, jamais découverte en Grande-Bretagne. Hélas, ou par chance peut-être, ni lui ni l'agriculteur ne reçurent la moindre part de ce trésor, désormais conservé au British Museum. Quittons à présent le champ de ce fermier pour rejoindre la côte méditerranéenne. Imaginez que vous soyez plongeur sous-marin. Après une violente tempête la veille, l'eau est désormais calme, et vous vous immergez pour découvrir un fond marin recouvert de dinars en or. Ce fait s'est produit en 2015. Ces pièces, charriées sur la rive par la tempête,
pourrait avoir été frappée bien avant le début de la première croisade en 1096. Cette collection figure parmi les découvertes archéologiques les plus remarquables à l'échelle mondiale. De telles richesses peuvent aisément troubler l'esprit de leurs découvreurs, mais elles finissent toujours dans un musée. Et c'est une bonne chose, car une fortune de cette ampleur pourrait aisément rendre fou. Un détecteur de métaux et une combinaison de plongée ont permis la découverte de trésors anciens. Mais quelle sera la prochaine étape? Pourquoi pas un chien? En effet, cet animal pourrait bien être un excellent substitut au détecteur de métaux. Ainsi, en 2013, 2 personnes promenaient leurs chiens sur leur propriété, dans le nord de la Californie, lorsqu'ils tombèrent sur une boîte rouillée remplie de pièces datées de 1847 à 1894. Près de 1500 pièces d'or se trouvèrent à l'intérieur. Le ticket pour un avenir riche et insouciant? Pas cette fois. La découverte suscita une vive controverse parmi les experts. Une théorie avançait que ces pièces auraient été volées à la monnaie des États-Unis. Toutefois, celle-ci démentit fermement cette hypothèse, affirmant n'avoir jamais possédé un tel or dans ses réserves. Reste à comprendre pourquoi quelqu'un aurait pris le risque de dissimuler un tel trésor dans la propriété d'un tiers. Un voleur a risqué sa liberté, peut-être même sa vie, pour s'enrichir. Une fois son but atteint, il se contenta de cacher le magot, comme s'il n'avait jamais existé. Une affaire pour le moins étrange. Monnaie, bijoux, objets provenant de météorites, tout cela est remarquable. Mais achevons cette vidéo avec un récit grandiose. Des archéologues, engagés dans des recherches au large des côtes égyptiennes, découvrirent un trésor insoupçonné au sein d'un temple et d'un sanctuaire submergé. Malgré l'assaut des vagues, les tremblements de terre et l'eau salée, cette découverte majeure avait été maintenue dans un état remarquable. Ce temple, édifié il y a plusieurs siècles, s'effondra au milieu du second siècle avant notre ère. Il s'agissait d'une structure capitale de l'Égypte ancienne, considérée comme sacrée par la population. Les pharaons s'y rendaient pour implorer l'aide de leurs dieux et afin de sacraliser leur règne au moyen de titres grandioses, tels que roi de l'univers. Pour beaucoup, ce lieu représentait le cœur même de notre monde, et il repose désormais, oublié, au fond de la mer, presque en ruine. Le temps ne fait grâce à rien. Les chercheurs ont établi que ce temple faisait autrefois partie intégrante d'une cité portuaire antique. Un tremblement de terre dévastateur survenu il y a fort longtemps anéantit la ville. Les vagues de marée, en rendant le sol meuble, entraînèrent la cité dans les eaux de la Méditerranée. Lors de leurs investigations dans le temple, les scientifiques découvrirent de nombreux trésors cachés, instruments cérémoniels en argent, bijoux en or et vases en albâtre, qui servaient jadis à conserver parfums et onguents. Il semblerait qu'en Égypte ancienne, la cosmétologie avait déjà ses adeptes. À proximité du temple, les archéologues mirent au jour un sanctuaire grec. Il semble que les marchands grecs visitant les côtes égyptiennes souhaitaient rendre hommage à Aphrodite, et pour cela bâtirent un modeste édifice en son honneur. Dans ce lieu furent exhumés des objets en bronze et en céramique issus de diverses cultures. Les chercheurs ont également découvert que les Grecs jouissaient de l'autorisation de commercer dans cette cité égyptienne, et pouvaient même y établir leur résidence. Les pharaons, vers 600 avant notre ère, se montraient apparemment favorables à leur égard. L'archéologie est indéniablement passionnante. Mais que feriez-vous si vous découvriez un trésor ancien? Avant de répondre, il conviendrait de vous informer sur la législation en vigueur dans votre pays concernant ce type de découverte. Des objets étranges et incroyables sont parfois découverts, mais comprendre tout ce que manigançaient nos ancêtres peut s'avérer assez difficile, surtout quand tout ce que vous avez, ce sont quelques tessons de poterie et des peintures rupestres. Il n'est donc pas si surprenant que même les experts en blouse blanche commettent parfois quelques erreurs. Mais ce n'est pas qu'une question de vaisselle poussiéreuse et de gros cailloux. Parfois, on trouve carrément des restes humains à la tête énorme. Alors, attrapez votre matériel de fouille et retournons dans les temps anciens pour découvrir des sociétés incroyables que les chercheurs ne parviennent toujours pas à expliquer. La Sardaigne peut sembler idyllique aujourd'hui, mais pour être honnête, je n'aurais vraiment pas voulu la visiter il y a 3000 ans. Certaines rumeurs prétendent que d'horribles géants erraient sur cette île à l'époque. On évoque même la découverte de squelettes humains de plus de 4 mètres de haut, bien que personne n'ait jamais apporté de preuves concrètes. Mais ces histoires soulèvent quand même quelques questions, car des choses étranges se sont certainement produites là-bas. En 1974, plus de 5000 fragments d'artefacts en pierre ont été retrouvés dans une partie de l'île, appelée Mont Prama.
mais au lieu d'être exposés dans un musée, on les a enfermés dans un coffre-fort souterrain pendant près de 30 ans. Cela semble un peu suspect, n'est-ce pas? Lorsqu'ils ont finalement été déplacés en 2005, les scientifiques ont rassemblé les pièces du puzzle pour révéler les statues de 38 géants, chacun mesurant 2,40 mètres de haut. Pas aussi grands que nos squelettes légendaires, mais tout de même assez massifs. On pense que ces statues ont été façonnées par la culture nuragique, qui peuplait cette île il y a bien longtemps. En plus de ces statues, ils ont également érigé plus de 8000 structures de pierre. Peut-être que le peuple des Nurags n'était pas eux-mêmes des géants, mais ils aimaient clairement voir les choses en grand. Nous aussi, d'ailleurs, comme un grand nombre de j'aime sous nos vidéos, ce serait vraiment sympa. Merci d'apprécier notre contenu. Et maintenant, revenons à la vidéo. Vous et moi sommes assez intelligents, mais nous ne sommes peut-être pas les humains les plus futés à avoir jamais vécu. En fait, nous ne sommes peut-être même pas l'espèce la plus intelligente. Depuis 1913, des restes de crânes retrouvés en Afrique du Sud ont suggéré l'existence d'un concurrent potentiellement plus intelligent que nous, baptisé l'homme de Boskop. Cette espèce semblable à l'homme pourrait avoir existé aussi récemment qu'il y a près de 10 000 ans. Leurs crânes suggèrent qu'ils avaient de très grosses têtes, ce qui signifie que leur cerveau aurait pu être jusqu'à 30% plus gros que les nôtres. Waouh! Leur QI moyen aurait ainsi pu atteindre les 149 points, ce qui les placerait parmi les 0,5% des gens les plus intelligents aujourd'hui. Mais si le cerveau des hommes de Boskop était tellement plus développé, pourquoi ne sont-ils plus parmi nous? Eh bien, plus grand ne signifie pas toujours meilleur, vous savez. Nos cerveaux sont beaucoup plus conséquents que ceux de nos cousins primates, principalement dans le cortex préfrontal. Cette partie participe à des tâches complexes comme prendre des décisions, se souvenir des choses à court terme et être conscient de nous-mêmes. Les parties du cerveau qui régissent nos sens et nos mouvements, elles, n'ont pas vraiment beaucoup grandi. Peut-être les Boskops passaient-ils trop de temps à méditer sur le passé plutôt qu'à accomplir des choses pratiques comme la chasse. Mais tout cela n'est que supposition. Nous ne savons pas vraiment ce qui est arrivé à nos cousins à grosse tête. Certains soutiennent même que les Boskops n'étaient guère différents de nous, les seules preuves étant ces fameux morceaux de crâne. La jungle est immense. Saviez-vous que la forêt amazonienne abritait environ 30% de toutes les espèces de plantes et d'animaux du monde? C'est impressionnant. Cependant, l'histoire d'une espèce humaine locale a longtemps intrigué les scientifiques. La mystérieuse civilisation Khazarabe a vécu ici pendant des centaines d'années, avant de disparaître aux alentours de 1400 après Jésus-Christ. On pensait que l'Amazonie ne comptait que quelques tribus disparates. Mais récemment, nous avons découvert de grandes formes inhabituelles gravées dans le sol et appelées géoglyphes. Ces derniers peuvent s'apparenter à de simples fossés peu profonds. Mais ce sont en réalité les vestiges d'une vaste civilisation qui s'étendent sur 1000-3000 km² et comprennent environ 450 symboles, certains larges de 400 mètres. C'est époustouflant. Ils étaient probablement flanqués de lieux cérémoniels et auraient pu accueillir jusqu'à 1 million d'individus il y a à peine 600 ans. Grâce à de nouvelles technologies, comme le LIDAR, qui utilise un laser inoffensif pour cartographier la forêt sans lui nuire, nous pouvons explorer plus en profondeur. En 2019, le scanner a montré des kilomètres de routes et de sentiers surélevés, et même des pyramides de plus de 20 mètres de hauteur. On a découvert 26 zones de peuplement distinctes, dont 2 mesuraient au moins 100 hectares chacune. Ça représente la superficie de 330 terrains de football. On ignore ce qui est arrivé à la civilisation Khazarabe, mais il n'est pas à exclure que les conquistadors en soient responsables. Peut-être que l'ancienne civilisation la plus déroutante est celle dont nous n'avons jamais réellement trouvé de traces. Oui, je parle bien de l'Atlantide, cette grande cité qui a supposément sombré dans l'océan. Les premières mentions de l'Atlantide nous viennent du philosophe grec Platon, qui évoquait une grande cité proche du détroit de Gibraltar. Mais pendant des siècles, tout le monde a simplement pensé que Platon l'avait imaginé de toutes pièces, comme une version idéalisée de son Athènes natale. Alors pourquoi, environ 12 000 ans après sa disparition présumée, nous demandons-nous encore si elle pourrait avoir existé? Eh bien, au XIXe siècle, Ignatius Donnelly,
un membre du Congrès américain, a écrit un livre donnant 13 raisons pour lesquelles il pensait que l'Atlantide était plus qu'un simple mythe. Puis, en 1965, certaines personnes ont cru avoir réellement retrouvé l'Atlantide en découvrant la structure de Richa, un dôme géologique massif de 40 km de diamètre en Mauritanie. Il est si grand que l'on ne peut en observer l'ensemble que depuis l'espace. 2 astronautes survolant le désert du Sahara ont repéré cet œil gigantesque qui les regardait en retour et ont pensé qu'il s'agissait là d'une découverte majeure. Hélas, il n'y a aucune preuve tangible qui connecte cette structure à l'Atlantide. On pense qu'elle se serait formée à partir d'une activité volcanique il y a environ 100 millions d'années. Mais cela semble un peu trop pratique, n'est-ce pas? Malheureusement, nous ne sommes pas plus proches de connaître la vérité. Imaginez-vous retourner à environ 3300 avant Jésus-Christ et vous retrouver en Asie du Sud. Laissez-moi vous présenter la civilisation harapéenne. Ces gens étaient très en avance sur leur temps. Ils occupèrent des cités comme Harappa et Mohenjo-Daro, dotés de maisons en briques, de systèmes d'égouts sophistiqués et même de bains publics. Cet endroit aurait pu abriter plus de 5 millions d'individus, ce qui en ferait l'une des régions les plus densément peuplées de son temps. Ils avaient également inventé un système de poids standardisé qui était incroyablement utile aux négociants. Et ils pratiquaient le commerce. Leurs contacts s'étendaient jusqu'au Moyen-Orient, grâce à leur maîtrise de la métallurgie. Ils avaient même développé le pendant antique des grandes marques. Des sceaux étaient utilisés pour marquer l'argile de leurs marchandises. En dépit de leurs avancées et de leur prospérité, leur langue et leur alphabet restent entourés de mystères. Nous avons des fragments de leur écriture, mais personne n'est encore parvenu à les déchiffrer, même avec toute la technologie dont nous disposons aujourd'hui. Nous ne savons toujours pas exactement comment fonctionnait leur société. Il semble qu'ils n'étaient pas aussi préoccupés par leur statut social que d'autres civilisations. Pas de grands palais ou de monuments grandioses. Au lieu de cela, leur plus grande structure aurait été des greniers, ce qui était sûrement plus pratique. Malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin. Autour de 1800 avant Jésus-Christ, cette civilisation florissante a commencé à décliner, peut-être en raison de changements dans les cours d'eau. Alors que leur environnement changeait de face, les Harapéens ont fait leurs valises et se sont dirigés vers des terres plus hospitalières. Avez-vous déjà entendu parler du Minotaure? La bête à tête de taureau et au corps d'homme, pourchassant les valeureux aventuriers dans un dédale sans fin. Eh bien, ce n'est pas n'importe quelle vieille histoire. C'était l'un des drames les plus populaires du monde antique, et il s'inspirait de cet endroit, l'île de Crète. Les Minoens vivaient là pendant l'âge du bronze. Ils avaient de magnifiques palais, d'incroyables fresques et une culture si riche qu'elle fascine encore les historiens à ce jour. Ils ont érigé des lieux comme le palais de Knossos, qui était si complexe, avec ses bâtiments à plusieurs étages et ses couloirs élaborés, qu'il aurait pu inspirer tout le mythe du labyrinthe. Leur ingénierie était tellement en avance sur son temps que même leur système d'évacuation était plus avancé que ce dont beaucoup d'entre nous disposent aujourd'hui. L'histoire du Minotaure a également inspiré la trilogie Hunger Games. L'idée d'envoyer des héros pour combattre découle directement des prisonniers envoyés en tribu pour affronter le Minotaure. Faites-nous savoir dans les commentaires quelle était l'histoire qui vous fascine le plus, et merci d'avoir regardé. Nous ne qualifierions pas cette île de mystique sans les récits décrivant les géants qui l'habitent. L'île de Gozo, située à Malte, sert de toile de fond à une légende ancienne. Malte, nation insulaire nichée dans la mer Méditerranée, au sud de l'Europe, occupe une position stratégique exceptionnelle. Au fil de son histoire, elle a été gouvernée par de nombreuses civilisations, parmi lesquelles les Phéniciens, les Grecs, les Romains et les Carthaginois. Par une nuit glaciale, il y a plusieurs millénaires, un fermier aperçut le ciel virer à l'orange, puis au rouge, avant d'entendre un bruit sourd retentir. Bien que le sol tremblât légèrement, il ne s'agissait pas d'un séisme. En scrutant la forêt, il distingua une silhouette colossale, plus haute que les arbres. Approchant avec précaution, il réalisa qu'il s'agissait d'une femme, une géante, qui se présenta sous le nom de Sansuna. Contrairement aux terribles géants décrits dans de nombreux récits, Sansuna ne nourrissait aucune intention de détruire l'humanité. Bien au contraire, elle se montrait bienveillante et généreuse.
Elle révéla aux fermiers que son peuple pouvait aider à défendre leurs terres contre les envahisseurs. Les habitants furent intrigués par cette proposition, d'autant plus que, située sur une route commerciale stratégique, Malte était fréquemment la cible d'invasions. La légende raconte que Sansuna s'installa à Malte et ne tarda pas à se mettre à l'œuvre. Mais son travail ne consistait pas en de simples tâches. Elle transportait des monolithes gigantesques sur son épaule pour édifier un temple monumental appelé Gantija, signifiant la tour des géants. Elle accomplissait cet exploit tout en portant sur l'autre épaule son enfant, mi-humain, mi-géant. Selon certains récits, Sansuna se nourrissait exclusivement de haricots et de miel, bien que d'autres substituent le miel par de l'eau. Ce qui prête à sourire, c'est que Malte, malgré sa modeste taille, 10e plus petit pays au monde, aurait été la terre d'accueil de géants. Allez comprendre. Le temple évoquait un immense jeu de Tetris, certaines pierres atteignant le poids impressionnant de 20 éléphants. Ces blocs monolithiques sont si massifs que les spécialistes estiment qu'il aurait fallu la force conjointe de 50 hommes pour en soulever un seul. Aussi captivante que soit cette histoire, les humains n'ont jamais prouvé l'existence réelle des géants, rendant ce récit hautement improbable. Certains textes anciens mentionnent brièvement une espèce de géant appelé Nephilims. Ces derniers auraient été des colosses terrifiants, responsables de nombreux ravages sur Terre, avant de disparaître au moment du déluge. Cependant, aucune preuve tangible de leur existence n'a jamais été découverte, jusqu'à l'apparition d'un élément intrigant. L'archéologie maltaise a mis au jour plusieurs découvertes étonnantes au fil des années, dont l'une des plus marquantes est connue sous le nom de crâne de l'hypogée. Ce terme, d'origine grecque, signifie « souterrain ». Ce site extraordinaire fut découvert au cours de la première décennie du XXe siècle, lorsqu'un appel urgent parvint au directeur du Musée national de Malte. Des ossements remarquables avaient été déterrés par accident, nécessitant son expertise immédiate. L'hypogée se présentait comme une véritable ville souterraine, composée de labyrinthes et de salles réparties sur plusieurs niveaux. Ces structures avaient été taillées dans un calcaire similaire à celui utilisé pour les temples maltais situés en surface. L'hypogée regorgeait de précieuses reliques et d'artefacts inestimables. Les chercheurs ont rapidement établi que l'hypogée servait de lieu de dernier repos pour les habitants de l'époque. Parmi les découvertes figuraient de nombreux ossements, squelettes et surtout des crânes. Ces derniers n'étaient pas des crânes humains classiques, mais appartenaient à la catégorie dite allongée. Plus intriguant encore, ces crânes ont été dissimulés au public pendant de nombreuses années, alimentant des spéculations et donnant naissance à une multitude de théories. Cette découverte a constitué un tournant pour l'archéologie maltaise, même si les scientifiques se sont retrouvés démunis face à cette énigme. Certains se sont interrogés sur l'origine de ces crânes, se demandant s'ils étaient naturels ou avaient été altérés, en sachant que certaines cultures utilisaient des techniques de déformation crânienne. D'autres chercheurs ont évoqué des hypothèses plus audacieuses, allant des petits hommes gris aux géants légendaires. Certains suggèrent même que ces crânes allongés pourraient être des sculptures dédiées à des divinités venues d'ailleurs. Faute de preuves pour confirmer ces théories, une question demeure. Qui étaient réellement les bâtisseurs des temples mégalithiques de Malte? Examinons les faits établis par les scientifiques. Les temples mégalithiques de Malte se dressent depuis 3500 ans avant notre ère, ce qui les rend encore plus anciens que les pyramides d'Égypte. La véritable énigme réside dans le fait que ces édifices aient été érigés bien avant l'apparition de l'écriture. Pourtant, leur construction nécessitait des compétences technologiques avancées que l'on peine à expliquer. Le temple de Gantija semble défier toute logique humaine par son ampleur. Le temple sud possède un couloir bordé de 4 salles ovales, évoquant la forme d'un grand trèfle. Dans l'une de ces salles, les archéologues ont découvert des autels ornés de motifs en spirale. Ces structures, vraisemblablement utilisées à des fins rituelles, témoignent de l'importance des pratiques spirituelles chez les premiers Maltais. Le temple nord, bien que similaire dans sa conception, est plus modeste et dispose d'une entrée si basse qu'elle oblige les visiteurs à se courber pour y pénétrer. Ce détail pourrait symboliser un geste de déférence envers les divinités vénérées en ces lieux. Il est difficile de ne pas s'interroger sur les raisons mystérieuses qui ont poussé ces bâtisseurs à créer un temple d'une telle envergure. Peut-être ont-ils enrôlé l'un dragon de Daenerys pour déplacer ces monolithes? Bien sûr, il ne s'agit que d'une plaisanterie. Mais saviez-vous que les célèbres portes de Medina, à Malte, avaient servi de décor pour Port-Réal dans l'épisode 3 de la première saison de Game of Thrones? Quoi qu'il en soit, revenons aux géants.
La théorie selon laquelle ces lieux avaient une vocation rituelle a gagné en crédibilité lorsque les archéologues ont mis au jour des figures énigmatiques surnommées les Dames Grasses. Ces petites statues, au corps rond et au visage reflétant une grande joie de vivre, semblent-tu témoigner d'un certain hédonisme. Ces statues rappellent étrangement une version miniature de Sunsuna, la géante évoquée précédemment. Les scientifiques estiment qu'elles figuraient probablement le bien-être et la prospérité. Leur existence atteste non seulement des compétences artisanales avancées des anciens Maltais, mais aussi de l'intentionnalité de leur construction et de leurs créations artistiques. L'une de ces œuvres, connue sous le nom de « La Dame endormie », est une pièce d'art néolithique représentant une femme de forte corpulence, allongée sur le côté, semblant dormir paisiblement. Après des analyses approfondies, les chercheurs ont supposé qu'elle incarnait la grande faucheuse. Découverte dans l'hypogée, un vaste lieu de sépulture, cette statue se distingue des autres Dames Grasses, notamment par sa coiffure et sa jupe ornée de broderies. Une autre statue intrigue particulièrement. Elle représenterait une femme mesurant 2,50 m de hauteur, accompagnée d'un fragment du bord de sa jupe. Sa découverte, pour le moins inhabituelle, remonte à 1915, lorsqu'un agriculteur, gêné dans son travail par de larges blocs de pierre, invita le directeur du Musée national de Malte à venir les examiner. Pour certains, cette trouvaille constitue la preuve de l'existence de Sunsuna, tandis que d'autres restent sceptiques. Et ce n'est pas tout. L'endroit où cette statue gigantesque a été trouvée abritait l'un des sites archéologiques les plus impressionnants de Malte, les temples de Tarsien. Construits à partir de blocs de calcaire, certains mesurent dans 6 mètres de haut et pèsent environ 20 tonnes. En poursuivant ces fouilles, le directeur du musée, un certain Zamit, découvrit plusieurs sites similaires, tous composés de pierres mégalithiques. Ces structures, attribuées à des agriculteurs de l'âge de pierre ayant vécu sur une île isolée de la Méditerranée il y a des milliers d'années, défient toute logique. Il suffit d'observer les temples de Mnajdra. Ils pourraient y bien représenter le tout premier calendrier au monde. Lors des équinoxes, le soleil traverse directement l'entrée principale et éclaire l'axe central du temple. Quant au solstice, ils offrent 2 variations remarquables. Pendant le solstice d'été, les rayons illuminent le bord du mégalithe, situé à gauche de l'entrée, tandis qu'en hiver, ils se déplacent vers la droite. C'est là une démonstration fascinante de précision astronomique. Et que dire des structures de halles tarsien, déjà mentionnées. Ce complexe est considéré comme le plus ancien de tout Malte. Il a été édifié pour permettre des offrandes animales aux divinités. Une théorie confirmée par la découverte de nombreux ossements enfouis dans le sol. Les fouilles ont également révélé une riche collection de motifs en spirale, suggérant que les habitants utilisaient également cet espace pour des rituels religieux. Au total, Malte abrite 7 temples mégalithiques, chacun surpassant les autres en magnificence. Les archéologues poursuivent leurs recherches, espérant percer leur mystère, comme cela se fait encore pour les pyramides d'Égypte, les cités mayas disparues d'Amérique, ou d'autres sites énigmatiques à travers le monde. Le désert du Sahara ressemble à un film de Mad Max, chaleur torride, dunes infinies et un paysage dévasté en général. Un endroit où personne ne pourrait vivre, n'est-ce pas? Eh bien, oubliez tout ce que vous en savez, car il y a 5000 ans, le Sahara était un paradis luxuriant de prairies, lacs et rivières, et abritait une civilisation fantôme qui a disparu sans laisser de traces. Notre histoire commence dans les années 1930, lorsqu'un explorateur hongrois est tombé sur une grotte au milieu du Sahara. À l'intérieur, il a découvert quelque chose de bizarre. Des peintures rupestres anciennes représentant des personnes nageant dans un lac, entourées de girafes, d'hippopotames et de crocodiles. À l'époque, tout le monde a haussé les épaules, en considérant cela comme une représentation symbolique de l'au-delà. Car, franchement, qui pourrait imaginer un lac dans le Sahara ? Avance rapide d'environ 70 ans plus tard, lorsqu'un groupe d'archéologues a fait une découverte qui a renversé la situation. Dans un abri sous roche en Libye, ils ont mis au jour 15 momies, ainsi que des paniers, des pots en céramique et d'autres objets du quotidien. Cela peut sembler des déchets préhistoriques pour la plupart des gens. Mais pour les archéologues, c'était comme découvrir une pièce à conviction clé. Ces personnes ne faisaient pas que passer par là. Elles vivaient ici. Vous voyez, ce n'était pas n'importe quelle momie, elle faisait partie des plus anciens humains naturellement momifiés jamais découverts, datant de plus de 7000 ans. Ha ha ha, prends ça, Égypte. 2 d'entre elles avaient encore un ADN lisible. Préservé grâce à un rare processus de momification naturelle, presque un miracle compte tenu de la capacité du climat du Sahara à transformer tout en viande séchée.
Les scientifiques ont eu du mal pendant un certain temps à comprendre d'où provenaient ces momies, car l'ADN mitochondrial qu'ils avaient récupéré n'était pas du tout utile. Mais grâce au progrès scientifique, ils ont finalement réussi à effectuer une analyse génomique complète qui a révélé d'étranges secrets. Ces personnes appartenaient à une lignée humaine qui était complètement inconnue, et elles ont vécu isolées du reste de l'humanité pendant des milliers d'années. Pendant des décennies, les chercheurs ont supposé que l'endroit où ils vivaient, le Sahara vert, était comme une autoroute préhistorique, un couloir luxuriant que les humains et les animaux utilisaient pour migrer entre l'Afrique subsaharienne et la Méditerranée. Mais les momies ont démoli cette théorie comme un hippopotame assis sur un château de sable. Leur ADN ne montrait aucun mélange génétique avec des migrants subsahariens et eurasiens, gardant leur gène pur pendant 7000 ans. Leurs plus proches parents génétiques n'étaient pas leurs voisins vivant juste en dessous du célèbre désert, mais certains anciens chasseurs-cueilleurs du Maroc, et même des individus qui vivaient en République tchèque, alors qu'elle n'était même pas encore un pays, il y a 50 000 ans. Nous ne sommes pas encore sortis d'affaire car ces momies portaient également de minuscules traces d'ADN de Néandertal, seulement 10% de la quantité trouvée chez les Eurasiens modernes. Si vous avez fait attention à l'école, alors vous savez que les Néandertaliens vivaient en Europe et en Asie, et que les premiers humains ne se mélangeaient avec eux qu'après avoir migré hors d'Afrique. Mais ces gens du Sahara vert n'ont jamais quitté l'Afrique. Alors comment ont-ils acquis des gènes de Néandertal ? La théorie dominante est que leurs ancêtres se sont mêlés aux Néandertaliens en Afrique du Nord il y a 50 000 ans avant de s'installer dans le Sahara et de couper les contacts avec le monde extérieur. Les archéologues ont également trouvé des os de bétail et des outils en pierre et en bois dans cet abri sous roche, prouvant que ces personnes menaient une vie pastorale florissante. Cette découverte a laissé les scientifiques perplexes pendant un certain temps, car, voyez-vous, la domestication des animaux ne s'était pas développée en Afrique. Alors, comment ont-ils appris cela s'ils ne se sont jamais mêlés à quiconque? Avaient-ils des tutoriels YouTube anciens? Probablement pas. Les chercheurs pensent qu'ils ont dû échanger des connaissances avec des groupes voisins, mais uniquement des connaissances, pas de salive. Il est presque difficile de croire qu'aucun étranger ne s'est mêlé à eux. Après tout, qui ne voudrait pas vivre dans une civilisation prospère, au milieu d'un paradis vert, en buvant du lait, en mangeant de la viande et même en utilisant le sang animal comme source de protéines? Miam! Ils n'avaient pas besoin de chasser pour chaque repas, grâce à leur bétail, et l'eau abondante rendait la vie vraiment agréable. Et pourtant, ils n'épousaient jamais d'étrangers. Pourquoi? Peut-être que c'était un choix culturel de ne jamais sortir en dehors de leur propre groupe, ou peut-être que le paysage même les gardait isolés. C'est là que les scientifiques misent. Ils croient que les forêts denses et les rivières qui existaient dans le Sahara vert agissaient comme le panneau défense d'entrée de la nature, créant une barrière géographique qui isole les animaux, les plantes et les sociétés entières. Cette isolation est la raison pour laquelle leurs gènes étaient si uniques. Ces gens-là n'échangeaient pas de baisers avec qui que ce soit d'autre. Mais cette capsule temporelle génétique a failli ne pas survivre. Pendant la majeure partie de la dernière ère glaciaire, le Sahara était encore plus impitoyable qu'aujourd'hui, une véritable zone morte où les humains ne pouvaient pas survivre. Il y a 70 000 ans, même les gens les plus résistants ont disparu, se retirant vers la vallée du Nil et la côte méditerranéenne. Pourquoi? Parce que la Terre était un tyran climatique. D'énormes glaciers ont volé toute l'humidité, affaiblissant les moussons jusqu'à ce que les nuages de pluie atteignent à peine l'Afrique du Nord. Puis vinrent les coups de grâce. Des armadas d'icebergs ont inondé l'Atlantique Nord, déclenchant des sécheresses dévastatrices à chaque fois. C'était l'ultime époque du défense d'entrée du Sahara. Maintenant, vous vous demandez probablement comment le Sahara est devenu vert après tout cela, pour redevenir ensuite un désert. Eh bien, tout a commencé il y a 15 000 ans. Je n'étais pas là à cette époque, lorsque la Terre se libérait de la dernière ère glaciaire. L'axe de notre planète était un peu instable, et à cause de cela, l'hémisphère nord s'est rapproché du Soleil, recevant ainsi plus de lumière et de chaleur. Cet été éternel a transformé l'Afrique du Nord en un gigantesque aimant à humidité, attirant l'eau de l'Atlantique et la faisant pleuvoir sur le Sahara. Le résultat de cette quantité incroyable de pluie fut une savane luxuriante, dotée de lacs de la taille de petits pays. Mais la période humide africaine n'était pas juste un miracle ponctuel. La vérité est que ce passage éternel entre le vert et le désert a eu lieu plus de 230 fois dans le Sahara depuis que le désert est né. Lors de l'un de ces événements, le Sahara s'est même étendu, devenant plus grand qu'il ne l'est aujourd'hui. Donc, lorsque le Sahara vert a fait son apparition, vous pouvez parier qu'il a apporté la transformation ultime de l'écosystème. Ce n'était pas juste une légère couche de gazon.
On parle d'une véritable métamorphose. La transformation était si complète qu'elle a même remodelé les populations animales. Les guépards ont soudainement eu du mal avec les nouvelles dynamiques de proie, tandis que les rongeurs, comme la souris multimammaire, prospéraient dans les prairies devenues soudainement abondantes. C'était comme un Tom et Jerry inversés. Mais n'emballez pas encore vos maillots de bain préhistoriques, ce paradis avait des dents. Le Sahara était un labyrinthe écologique de rivières infestées de crocodiles, de moustiques porteurs de la malaria, et de grands félins tapis dans les hautes herbes. Le traverser aurait été comme jouer à une version réelle de Hippoglouton. C'est probablement pourquoi davantage de groupes ne se sont pas installés de manière permanente. Le climat du Sahara a basculé entre des périodes humides et sèches tous les 20 000 ans. Difficile d'appeler cela un code postal stable. Pour la plupart des anciens peuples, il était plus judicieux de considérer le Sahara vert comme un buffet à volonté, prendre les ressources et partir avant que le désert ne revienne. Cependant, cette période du Sahara vert a duré 10 000 ans, laissant à nos bergers mystérieux beaucoup de temps pour prospérer. Mais il y a environ 5 000 ans, l'axe de la Terre a de nouveau changé, les pluies se sont éloignées, et le Sahara s'est asséché plus vite qu'une flaque d'eau en juillet. Alors que le désert faisait son retour, les bergers du Sahara vert n'eurent d'autre choix que de rassembler leur bétail et de partir. Certains chercheurs pensent qu'ils ont migré vers le Nil, posant ainsi les bases de l'Égypte antique. Je suppose donc que leur héritage perdure. De plus, leur lignée pure est peut-être éteinte de nos jours, mais quelques gènes ténus des momies peuvent encore être trouvés chez les habitants de l'Afrique du Nord actuelle. Mais les momies introverties n'étaient pas les seules à utiliser le Sahara vert comme Airbnb. Elles avaient en réalité des voisins juste au coin de la rue, dans un village au bord d'un lac au Niger, pour être précis. Ces personnes ont prospéré pendant 5000 ans et ont laissé derrière eux le plus ancien cimetière du désert du Sahara, comprenant un homme enterré dans une carapace de tortue, un homme d'Halloween souriant avec des dents limées, et une étreinte familiale poignante figée dans le temps, victime des mêmes eaux qui les ont soutenus. Finalement, ces personnes ont également disparu, tout comme cela est arrivé à nos amis antisociaux. Cela prouve que ce désert déjoue tout le monde avec un paysage qui offre le paradis d'une main et le retire de l'autre. Autant l'admettre, la plupart des tombes anciennes ont été profanées au moins une fois. Quelles qu'aient été les rumeurs entourant leur malédiction, la plupart des momies ont également été démaillotées. À une exception, la momie Bachiri demeure intacte et suscite un tel trouble que nul n'ose en percer les secrets. Voici Howard Carter, un nom qui vous est sans doute familier si vous vous intéressez à l'Égypte ancienne. On le connaît surtout pour avoir mis au jour, en 1922, la tombe du pharaon Toutankhamon. Mais rares sont ceux qui savent qu'avant cette découverte majeure, il aurait peut-être trouvé une autre momie. Cette découverte remonte à 1919 et porte divers noms, la momie de Bachiri, celle de Pachéry ou encore l'Intouchable. Selon certains témoignages, Carter aurait croisé son chemin dans la vallée des rois, précisément là où il exhumera plus tard le tombeau de Toutankhamon. Pourtant, cette momie demeure enveloppée de mystère. Ce n'est pas la superstition qui l'a protégée, mais la crainte de provoquer un tort irréparable. Personne ne peut garantir qu'un geste malencontreux pourrait être corrigé. Si finement emmaillotée, elle n'a jamais été déroulée. Les chercheurs redoutent de causer un dommage irréversible à son enveloppe funéraire. Il existe une règle d'or chez les spécialistes des antiquités. Si vous n'êtes pas absolument certain de pouvoir restaurer ou préserver un objet tel quel, abstenez-vous d'y toucher. L'histoire regorge d'exemples de trésors anciens irrémédiablement défigurés, comme le tristement célèbre Ecce Homo, ou la statue au sourire maladroitement restaurée. Le tissu fragile recouvrant son visage arbore un motif singulier, évoquant la forme stylisée d'une pyramide. Bien que les experts restent prudents, il pourrait s'agir d'un cas unique dans l'art de l'embaumement. Toutefois, sans en maîtriser la technique d'origine, le dérouler puis le restaurer sans l'abîmer semble quasiment impossible. Autrefois, qu'ils soient érudits ou pillards, les hommes n'hésitaient pas à défaire les bandelettes funéraires, souvent dans un but d'étude. Aujourd'hui, la technologie nous permet d'examiner le contenu des sarcophages avec précision, sans avoir à altérer ni ouvrir la moindre enveloppe. Après un examen approfondi de la momie de Bachiri, les chercheurs ont pu déterminer qu'elle appartenait à un homme mesurant environ 1,67 m et ayant vécu durant l'ère ptolémaïque, soit entre 305 et 30 avant notre ère. Cela signifie que cette dépouille remonte à quelques 2300 ans. Le musée égyptien a révélé que les radiographies avaient permis de déceler une inscription portant le nom du défunt, bien qu'il demeure difficile d'affirmer s'il s'agissait de Pachéry ou de Nenu, ce qui ne fait qu'ajouter au mystère.
Le musée a également tenu à souligner que le luxueux coffret renfermant la momie était orné de scènes richement illustrées. On y distingue le corps du défunt allongé sur un lit funéraire, encadré par les déesses Isis et Nephthys, ainsi que par les 4 fils du dieu Horus. À ses pieds figurent en outre 2 représentations d'Anubis. Il convient de noter que la momie de Bachiri n'est pas la seule à avoir conservé son intégrité. C'est également le cas d'Izethem-Kebdé. L'archéologue français Gaston Maspero, soucieux de préserver son repos, avait en effet choisi de ne pas ouvrir sa momie, tant son état de conservation était remarquable. Il avait toutefois précisé que la tombe avait été jadis mise à sac. Les radiographies ont permis d'approfondir notre connaissance de cette momie. Les images ont révélé la présence de plusieurs objets enfouis avec elle, notamment des amulettes autour de son cou, de son bras droit et de son front. Il s'agissait de l'épouse d'un grand prêtre. Ces radios ont également mis en évidence des problèmes dentaires et une arthrite touchant ses genoux. Si l'on sait qu'elle est morte à un âge avancé, il reste difficile d'en déterminer la précision. Mais divers documents datant du règne de son fils attestent de la haute estime dans laquelle elle était tenue au sein du royaume. Izethem-Kebdé n'était autre que la sœur épouse de Pinedjem II. Vous avez bien saisi? Ils étaient à la fois conjoints et liés par le sang. Une telle union, aussi choquante puisse-t-elle paraître aujourd'hui, visait à préserver la pureté du sang royal. Un raisonnement comparable à celui des Habsbourg, dont la quête obsessionnelle de pureté aboutit à la consanguinité et à la tristement célèbre mâchoire des Habsbourg. Il ne nous appartient pas de juger les normes ou les pratiques de l'Égypte antique, mais ce que l'on peut affirmer sans réserve, c'est que tant Bachiri qu'Izethem-Kebdé ont eu la chance exceptionnelle de demeurer intacts. Toutankhamon, pour sa part, n'échappa pas à l'acharnement méthodique des chercheurs, au prix de nombreuses dégradations. Bien que la sépulture de Toutankhamon ait été mise au jour dès 1922, il fallut attendre l'année 1925 pour que les cercueils emboîtés soient ouverts lors d'une campagne de fouilles. Le premier, maintenu fermé à l'aide d'épingles en argent, dissimulait un second cercueil, anthropomorphe, décoré de verres colorés et de guirlandes florales. Des inquiétudes entouraient dans la momie royale, car elle avait été exposée à l'humidité. Le cercueil intermédiaire, dépourvu de poignée et particulièrement lourd, exigeait une extrême prudence lors de sa manipulation. Le 28 octobre 1925, en ouvrant le cercueil intérieur, en or massif et enveloppé d'un tissu rouge, les chercheurs découvrirent enfin la momie du souverain. La momie de Toutankhamon, longue d'environ 185 cm, épousait presque parfaitement les dimensions du cercueil intérieur, qui en mesurait 188. Vous l'aurez deviné, cette marge minime posait un réel problème. Extraire un corps aussi ancien, fragile et desséché d'un espace aussi restreint relevait d'un véritable défi, tant les risques d'endommagement étaient grands et la maniabilité quasi nulle. L'aspect de la momie soulevait des soupçons, elle était d'un noir de jais. Howard Carter, responsable des fouilles, estima qu'environ 2 seaux d'huile avaient été versés sur le corps. Toutefois, on avait soigneusement évité d'en asperger le masque et les pieds, probablement dans l'intention d'assurer une meilleure conservation. Le corps reposait dans le cercueil avec une légère inclinaison, et la différence de concentration d'huile entre les 2 côtés laissait penser que le cercueil avait peut-être basculé lors de sa mise en place dans le sarcophage. Ce liquide, en réagissant avec le temps, généra de l'humidité puis des réactions chimiques internes. Carter qualifia ce phénomène de combustion spontanée lente, qui entraîna la carbonisation progressive des bandelettes de lin. Hélas, la chaleur et l'humidité combinées n'épargnèrent pas les ornements funéraires. Le sceptre et le fléau se désintégrèrent, le scarabée en résine se fissura, et les fils retenant les mains ainsi que les bandelettes commencèrent à se désagréger, rendant l'ensemble du dispositif extrêmement fragile et instable. Avec le temps, les huiles s'étaient solidifiées, agissant comme une colle entre la momie, son masque et le fond du sarcophage. Pour tenter de les séparer, les archéologues exposèrent les cercueils au soleil durant plusieurs heures, atteignant une température de 65 degrés. Malgré cette tentative, la momie resta figée, et l'examen dut être réalisé sur place, sans pouvoir la déplacer. L'examen de la momie commença par les jambes et les pieds, les chercheurs ayant choisi de procéder de bas en haut. En déroulant avec précaution les premières bandelettes, ils mirent au jour le premier d'une série de trésors enveloppés aux côtés du souverain. Chaque découverte fut méthodiquement photographiée et dûment répertoriée, dans le respect des exigences de la documentation archéologique. Les couches internes des bandelettes étaient en mauvais état, largement réduites en poussière, ce qui compliquait la compréhension de leur agencement initial. Néanmoins, les méthodes employées restaient conformes à celles observées dans d'autres momies nobles de l'époque, avec de nombreux coussinets en lin pliés servant à modeler le torse et les cuisses.
Les bandelettes extérieures et intérieures étaient confectionnées en lin fin, tandis que les couches médianes étaient plus grossières. Un bandage complexe entourait les épaules, la poitrine et la région de l'aine. Chaque membre, ainsi que les doigts et les orteils, recouverts de capuchons d'or, étaient enveloppés séparément. De plus, Toutankhamon portait des sandales en feuilles d'or aux pieds. Les chercheurs espéraient pouvoir séparer la momie du cercueil en retirant simplement les bandelettes extérieures, mais la résine avait solidement collé le corps au bois. Ils durent donc procéder à un dégagement mécanique, sectionnant le torse au niveau des hanches et désarticulant les bras pour continuer le démaillotage. Pour stabiliser les différentes parties, chaque segment fut traité à la cire de paraffine chaude, puis les mains et les pieds furent réassemblés à l'aide de résine. La tête, collée au masque funéraire, fut détachée avec des couteaux chauffés. Afin d'examiner la dentition, une incision fut pratiquée autour de la mâchoire et du cou, réparée ensuite à la résine. Techniquement, les scientifiques firent tout ce qui était en leur pouvoir pour préserver la momie. Pourtant, malgré leurs efforts, elle subit des dommages irréversibles. Et vous, qu'en pensez-vous? Auraient-ils dû la laisser dans son sarcophage? Ou ont-ils agi à bon escient? Partagez votre avis dans les commentaires. Ceci est un véritable cerveau humain. Enfin, ce qu'il en reste, un nuage de cendres brûlant l'a transformé en verre. Cette transformation incroyable s'est produite il y a presque 2000 ans lorsque le mont Vésuve a décidé que le temps se prêtait parfaitement à une petite éruption qui détruirait les villes de Pompéi, d'Oplontis et d'Herculanum. Ce cerveau appartenait à un jeune homme qui vivait en 79 de notre ère à Herculanum. Pas la ville romaine la plus célèbre, mais ce fut le premier endroit à être découvert sous les cendres du Vésuve, en 1709. Environ 200 ans plus tard, des archéologues ont trouvé les restes de ce jeune homme allongé à plat ventre sur un lit. Toute la fumée et les cendres l'avaient probablement désorienté, et, tandis que la plupart des citoyens d'Herculanum se précipitaient vers le rivage, espérant être secourus, notre homme s'était retrouvé piégé à l'intérieur d'une maison et avait perdu connaissance. Étrangement, cela a sauvé son cerveau de la destruction totale. Mais comment diable un cerveau peut-il se transformer en verre? Eh bien, lorsque le mont Vésuve est entré en éruption, il n'a pas expulsé seulement de la lave, il a également envoyé un nuage de cendres vraiment super chaud avant que la lave solidifiée puisse s'écouler. Ce type de lave, connu sous le nom de coulée pyroclastique, peut atteindre une température de 465 degrés Celsius, ce qui est assez insensé. C'est suffisamment chaud pour faire fondre votre cerveau, mais pas assez pour le transformer en verre. Cependant, le nuage de cendres, lui, peut atteindre des températures comprises entre 500 et 600 degrés. Mais pour transformer quelque chose en verre, vous n'avez pas seulement besoin de chaleur, vous avez aussi besoin d'un refroidissement rapide. Pour faire simple, vous devez chauffer l'objet à une température suffisamment élevée pour qu'il fonde et devienne liquide. Si vous le laissez refroidir lentement, les molécules de ce liquide commenceront à s'organiser calmement en forme de cristaux. Mais si l'objet refroidit très rapidement, il se solidifiera en gardant la forme prise par le liquide. Un peu comme quand on fait des glaçons. Si vous versez de l'eau dans un bac et que vous le mettez au congélateur, elle se transformera en glace parce qu'elle refroidit rapidement. Mais si vous laissez l'eau à température ambiante, elle s'évaporera lentement. Cela signifie que le cerveau a fondu en raison d'une température extrêmement élevée. Mais avant qu'il ne puisse cristalliser, par exemple, ou simplement s'évaporer, il est devenu très froid. Le flux de l'éruption n'était pas assez chaud. Mais le nuage de cendres qui a atteint la ville avant la coulée pyroclastique l'était assez pour déclencher ce processus, et assez rapide aussi pour partir juste au bon moment. Pour déterminer la température exacte nécessaire à cette transformation d'un cerveau en verre, les scientifiques ont utilisé une technique appelée calorimétrie différentielle à balayage. Ce nom sophistiqué signifie essentiellement qu'ils chauffent des éclats de verre, afin de pouvoir observer le moment où ils commencent à changer de forme. Ils ont découvert que le nuage de cendres devait être à exactement 510 degrés Celsius pour que les cellules cérébrales se mettent à fondre. Maintenant, souvenez-vous de ce que j'ai dit à propos de cet homme qui se trouvait à l'intérieur d'une maison alors que la plupart des citoyens étaient à l'extérieur. Eh bien, ces gens ont également été exposés à ce changement de température, mais ils ne se sont pas transformés en verre car ils n'étaient pas protégés par les murs d'un bâtiment. La protection offerte par le crâne a sûrement aidé notre homme, mais ce n'était pas suffisant. Et comme les autres n'étaient pas protégés par des murs de briques, leurs cerveaux sont simplement partis en fumée. Et avant que vous ne me le demandiez, sachez que non, aucune autre partie de son corps ne s'est transformée en verre.
Vous voyez, il faut un peu de liquide pour que le processus de fabrication du verre se produise. Le cerveau contient beaucoup d'eau et de graisse, ce qui en fait un candidat idéal pour ce processus de vitrification. D'autres organes pouvaient bien sûr contenir du liquide, mais ils n'étaient pas aussi protégés que le cerveau. Ils ont donc été détruits par la chaleur. Et les os? Eh bien, les os ne contiennent pas assez de liquide. Donc, ils sont restés tels quels, ceux qui n'ont pas été carbonisés, tout au moins. Lorsque le cerveau s'est transformé en verre, il ressemblait beaucoup à une pierre d'obsidienne, une sorte de verre volcanique formé par la lave refroidie d'un volcan. L'archéologue médico-légal qui a découvert ce cerveau vitrifié a même d'abord pensé qu'il s'agissait simplement d'une pierre. Il examinait les os de notre héros lorsqu'il a remarqué quelque chose de brillant à l'intérieur de son crâne, au milieu de toutes les cendres volcaniques qui le remplissaient. À sa surprise, cette chose était bien plus fragile que l'obsidienne, et plus petite aussi, avec certains fragments mesurant seulement quelques millimètres de large. Il n'a compris que cela faisait partie du cerveau de ce jeune homme qu'après avoir apporté le verre dans un laboratoire. À l'aide d'un microscope, il a découvert qu'il ne s'agissait pas d'une pierre, mais d'un tissu organique. Les cellules qui composent nos organes. Ce tissu organique était constitué de protéines, une molécule produite par les êtres vivants comme les animaux et les plantes. Et ce n'était pas n'importe quelle protéine. Celle-ci était spécifique au cerveau humain, car chaque organe est composé de différents types de protéines. Les chercheurs ont également trouvé des cellules nerveuses dans ce morceau de verre, avec les espèces de vrilles qui leur permettent de recevoir et d'envoyer des messages. Le microscope a également montré ce qui restait de la myéline, une substance graisseuse qui aide les messages voyageant le long des nerfs à aller plus vite. Ce n'est pas la première fois que des scientifiques découvrent des cerveaux humains préservés. En fait, plus de 4000 cerveaux ont été trouvés depuis le XVIIe siècle. Si vous trouvez que ce n'est pas beaucoup, gardez à l'esprit que trouver un cerveau préservé dans un squelette alors que les autres organes ont disparu n'est absolument pas courant. Vous voyez, le cerveau humain est en réalité la première chose à se décomposer lorsque nous sommes à 6 pieds sous terre, et il se transforme habituellement en liquide. Lorsque les scientifiques découvrent un cerveau humain, celui-ci est généralement desséché, congelé ou littéralement transformé en savon. Un cerveau peut être déshydraté si une personne périt dans un endroit très chaud, comme un désert. On trouve des cerveaux congelés, évidemment, dans des lieux extrêmement froids, comme les toundras polaires. Un cerveau transformé en savon peut sembler étrange, mais ce processus de saponification n'est en réalité pas si rare. Il faut beaucoup de graisse et d'huile pour fabriquer du savon, et le cerveau humain en est rempli. C'est un processus complexe, mais si vous trouvez un cerveau transformé en savon, c'est qu'il a dû être enterré dans un endroit très humide et pauvre en oxygène. En 1982 par exemple, des ouvriers ont découvert des dizaines de squelettes humains dans un étang en Floride. Ils avaient tous 8000 ans, et 91 d'entre eux avaient encore le cerveau à peu près intact. Et par intact, j'entends qu'ils s'étaient transformés en une sorte de gelée savonneuse. Au cours des années 2000, les cerveaux de 45 personnes ont été découverts en Espagne, préservés grâce à ce processus de saponification. Cette découverte a aidé les chercheurs à comprendre la composition chimique du cerveau et à connaître les conditions météorologiques qui régnaient au moment du décès de ces personnes. Les scientifiques ont également découvert en Turquie 2 cerveaux âgés de 3700 ans, appartenant à un homme d'âge moyen et à un adolescent qui tentèrent de fuir une attaque. Cette fois, les cerveaux s'étaient transformés en charbon en raison d'un incendie à très haute température. Mais bien que leur crâne ait préservé leur cerveau dans cet état, le processus de chauffage et de refroidissement n'a probablement pas été assez intense pour les vitrifier. Mais ça, c'est la première fois dans l'histoire que des scientifiques trouvent un cerveau qui s'est naturellement transformé en verre. C'est un peu comme de découvrir une licorne, mais d'une manière scientifique. Alors, que signifie cette découverte? Eh bien, pour commencer, elle nous offre un aperçu de la vie de ces gens qui vivaient à cette époque lointaine. Deuxièmement, les scientifiques ont appris une technique incroyable pour préserver le cerveau humain. Cela montre également à quel point la nature peut être puissante, suffisamment puissante pour transformer un cerveau en verre, mais assez délicate pour le préserver pendant des milliers d'années. Alors, faisons un clin d'œil au jeune homme qui a, sans le savoir, contribué ainsi au progrès de la science. Il n'avait probablement aucune idée que son cerveau deviendrait un jour la vedette d'une découverte révolutionnaire. Sa fin tragique nous a offert un aperçu fascinant du passé. Au Royaume-Uni, il y a environ 115 000 boîtes aux lettres, dont certaines se trouvent dans des endroits plutôt étranges. Regardez ici,
Nous sommes sur un tronçon désert de la lande de Caithness. Et là, en plein milieu de nulle part, entre cette carrière et la lande, nous trouvons encore une boîte aux lettres solitaire. C'est Chris Aitken, un enseignant de la région, qui est tombé sur cette bizarrerie près de Worth Hill, à proximité de John O'Groats. John O'Groats est un petit village à 4 km au nord-est de Canis Bay, dans le comté historique de Caithness, en Écosse. Le village lui-même est populaire auprès des touristes, mais seulement environ 300 personnes y habitent de manière permanente. Cependant, on y trouve quand même une jolie boîte aux lettres. Mais qui donc a tant besoin d'un tel service sur une colline perdue? Quand Chris a partagé sa photo sur Internet, quelqu'un a lancé une théorie. Il y a quelque temps, un entrepreneur vendait de minuscules parcelles de terrain autour de Camster. Il prétendait que les acheteurs deviendraient les seigneurs de leur petit bout de terre. Cela explique-t-il la présence de cette boîte aux lettres? La boîte, fièrement estampillée « Propriété de John O'Groats », porte également le nom de Thorsten Sommer ainsi qu'une adresse en Allemagne. Il y a un code PIN sur le devant, mais lorsque Chris l'a ouverte, tout ce qu'il a trouvé était un lien vers un site web. Le site présente des photos de Sommer agitant un drapeau écossais et parlant de son amour pour l'Écosse, se qualifiant lui-même de vieil écossais. Chris a essayé de se renseigner via le site web, mais il n'a jamais reçu de réponse. Cela pourrait être lié à l'achat rapporté par Sommer d'une petite parcelle de terrain, mais la vente de titres de propriété écossais est souvent perçue comme de l'escroquerie, car l'acheteur ne reçoit en vérité aucun titre légal. La zone autour de Worth Hill a également connu récemment une intervention policière, après la découverte d'un corps dans les environs. Doit-on faire un lien avec cette mystérieuse boîte aux lettres? Mais laissons ces histoires aux vrais inspecteurs et détectives. Et plongeons à présent dans la haute couture, d'accord? Vous êtes peut-être tombé sur cette image loufoque qui fait le tour d'Internet, et selon laquelle il y aurait une boutique éphémère Prada dans le désert du Texas. Eh bien, c'est en quelque sorte vrai et faux tout à la fois. Oui, il y a bien une boutique, en quelque sorte. Elle présentait toute une gamme de produits Prada pour une valeur approchant les 80 000 $. Et devinez quoi? C'est Miuccia Prada elle-même qui avait choisi les articles. Mais il n'était pas possible d'y acheter quoi que ce soit. Pas de caissier, pas de vendeur. C'était comme si l'endroit était fermé de manière permanente. La surprise? Il s'agissait en réalité d'une installation artistique, fabriquée entièrement à partir de matériaux biodégradables. Elle a été conçue pour se fondre progressivement dans la nature, une métaphore amusante de notre culture consumériste moderne. Mais pourquoi exposer des biens que personne ne peut acheter? Une métaphore pour le charme insaisissable du luxe. Elle était destinée à se détériorer tranquillement. Mais l'engouement créé a suscité un flux si inattendu de visiteurs que les choses ont vite dégénéré. Après avoir tenté de repousser plusieurs voleurs potentiels, les artistes ont dû admettre leur défaite. Désormais, le lieu se laisse docilement photographier et attire toutes sortes de personnes, des touristes comme des célébrités. Bien, vous pouvez trouver un sac de marque dans le désert, mais pouvez-vous, disons, trouver une voiture dans les grottes galloises? La réponse est oui, mais vous devez savoir qu'il ne s'agit pas d'une seule voiture, mais d'un grand nombre de véhicules. La caverne des âmes perdues est une grotte abandonnée nichée dans le joli pays de Galles. Autrefois, c'était une mine ardoisière. Les ouvriers y extrayaient des tonnes d'ardoise, qui partaient ensuite aux quatre coins du pays sur les voies étroites de la région. Mais lorsque cette industrie a disparu il y a de cela plusieurs décennies, la mine a été fermée. Si vous osez y entrer, ce que je ne recommande franchement pas, vous découvrirez deux grandes salles, et l'une d'entre elles est particulièrement remarquable. La salle principale s'enfonce à environ 20 mètres de profondeur, et est en partie submergée, avec juste une petite ouverture au-dessus. Depuis la fermeture de la mine, les habitants et le conseil municipal ont profité de cette ouverture pour jeter toutes sortes de choses indésirables dans la mine. Vous trouverez de tout, des réfrigérateurs, des télévisions, et même des voitures entassées dans un coin. Ce qui rend la caverne des âmes perdues si spéciale, c'est le faisceau de lumière qui plonge en son cœur, éclairant l'énorme tas de voitures et de métal saccagé. L'eau, lorsque cette lumière vient la toucher, brille d'un vert turquoise éblouissant, et on peut voir de magnifiques reflets sur sa surface immobile. De temps en temps, un fragment d'ardoise tombe dans l'eau, brisant le silence et envoyant des ondes dans toute la caverne. Voici une autre découverte étrange faite au pays de Galles. Un monolithe argenté et brillant de 3 mètres est récemment apparu sur Hay Bluff à Powys, et il a vraiment piqué la curiosité des internautes. C'est au cours d'une randonnée qu'un certain Craig Muir est tombé dessus par hasard, et il a affirmé qu'il semblait tout droit tomber de l'espace. Il est fait d'acier chirurgical,
ne porte aucune marque et est extrêmement bien fabriqué, sans soudure visible. La découverte de ce randonneur rappelle ces mystérieux monolithes qui ont surgi un peu partout dans le monde en 2020, créant un certain émoi sur Internet. Richard Haynes, un habitant de la région, a suggéré qu'il pouvait s'agir d'une installation scientifique, mais le règlement du parc national interdisant les structures non autorisées, il se peut bien qu'il ne reste pas là très longtemps. Comme il n'y a aucun sentier dans les environs immédiats, Muir suppose qu'il a pu être amené ici par un groupe de personnes ou même déposé par un hélicoptère. Ce n'est pas la première fois qu'un tel monolithe est apparu de manière si étrange. On en a aperçu de semblables dans l'Utah, sur l'île de White, et même à Glastonbury Tor. L'un d'eux portait une marque humoristique, pas Banksy. Il est toutefois possible que cet artiste célèbre en soit l'auteur. Le Royaume-Uni est le pays où l'on trouve le plus grand nombre d'œuvres de Banksy. En 2023, il y en avait 70. Rien d'étonnant, puisqu'il serait apparemment britannique et est né à Bristol. Le désert d'Atacama, dans le nord du Chili, qui est le désert non polaire le plus sec de la Terre, présente une vue étrange au kilomètre 1309 de la route panaméricaine. Une main géante en ciment qui s'élève à 11 mètres au-dessus du sable. Plutôt effrayant, vous ne trouvez pas? Mais rassurez-vous, il ne s'agit pas d'un monstre sorti de terre pour vous attirer par les chevilles dans un monde souterrain. Ce n'est pas non plus la relique ancienne d'une civilisation perdue. Un sculpteur professionnel a créé ce petit monument original en 1992. Malgré son emplacement isolé, la main est souvent la victime de graffitis, de sorte que des bénévoles doivent la nettoyer 2 fois par an. Au fait, ce n'est pas le seul monument de ce genre. Le même sculpteur a créé une main similaire à Punta del Este, en Uruguay. On l'appelle « l'homme émergent à la vie », et elle représente l'idée selon laquelle un géant tiendrait toute l'Amérique du Sud d'une main ferme. Pourquoi pas? Voici à présent une gigantesque sphère de pierre cachée dans la forêt de la vallée de Visoko, en Bosnie. Qu'en pensez-vous? Est-ce une relique ancienne ou une installation d'art moderne? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Mais pour être entièrement honnête avec vous, comme je le suis toujours, personne ne connaît la vérité à son sujet. Les experts pensent pour que cette sphère, qui mesure environ 3 mètres de diamètre, est simplement une formation rocheuse naturelle, une concrétion. Ces boules possèdent cette couleur rougeâtre en raison d'une forte teneur en fer, et c'est une lente agglutination de particules minérales qui leur donne cette forme si particulière. Bien que les concrétions puissent prendre des formes plutôt surprenantes, le processus exact de leur formation reste quelque peu mystérieux. Ensuite, nous avons cet archéologue, souvent surnommé l'Indiana Jones bosnien, qui affirme qu'il s'agit en réalité d'un artefact créé par l'homme il y a plus de 1000 ans. On trouve toutefois ce genre de concrétion sphérique dans d'autres endroits que la Bosnie. Vous pouvez en trouver partout dans le monde. Prenez, par exemple, les célèbres boulders de Moeraki en Nouvelle-Zélande. Des pierres massives et rondes ayant plus de 60 millions d'années. Il y a aussi des concrétions en forme de boulets de canon dans le Dakota du Nord. Et n'oublions pas les sphères de pierre façonnées par les Dikis au Costa Rica, fruit d'un travail virtuose, un magnifique témoignage de la créativité humaine. Donc, bien que la sphère bosniaque soit très intrigante, c'est probablement juste une concrétion ancienne et non le vestige d'une civilisation perdue. Dommage. Certaines choses sont si bien cachées qu'il faut descendre au fond de la mer pour les apercevoir. Autrefois un lieu de plaisir hédoniste pour l'élite romaine, Baïse était un peu le Las Vegas de son époque. Mais aujourd'hui, ses ruines se trouvent sous l'eau. Cette station thermale prospérait grâce à ses sources chaudes volcaniques et attirait des personnalités telles que Néron et César, qui y construisirent même des villas de vacances. Cependant, au 8e siècle, Baïse a perdu une bataille et elle fut ensuite abandonnée. Alors que le niveau de l'eau montait, une grande partie de la ville a été engloutie sous la baie. Vous pouvez désormais explorer les ruines antiques de Baïse dans l'un des rares parcs archéologiques sous-marins de la planète. Retenez votre souffle. Bienvenue au grand réveillon des dinosaures. Tous vos vieux camarades y sont réunis. Le tyrannosaure, le tricératops, le stégosaure, le raptor, le diplodocus. Mais un nouvel invité fera également son apparition, et il risque de vous étonner. En effet, les paléontologues viennent de mettre au jour une espèce jusqu'alors inconnue, rappelant le redoutable T-Rex. À ceci près qu'elle était nettement plus portée sur la salade que sur la viande. Faites connaissance avec ce spécimen. Saurez-vous prononcer son nom aussi bien que moi? Duonichus Tsogtbaatari. Merci, gardez donc vos applaudissements pour la suite. Il s'agit d'un dinosaure herbivore rattaché au groupe des thérysinosaures.
Mais il présentait une particularité remarquable, une caractéristique qui a permis aux chercheurs de conclure que le Duonichus appartenait à une nouvelle lignée évolutive encore largement méconnue du monde scientifique. Mais revenons un instant à notre fameuse fête de dinosaures. Observez bien, chaque espèce semble incarner un tempérament distinct. Le T-Rex joue les brutes et arbore une dentition menaçante. Le Vélociraptor, quant à lui, dégage une aura toxique et lunatique. Les Tricératops ou Stégosaures, eux, demeurent silencieusement hostiles, du genre qu'on évite de provoquer. Au milieu de ces fortes têtes, notre Therizinosaurus se démarque comme une figure apaisante, serviable, sociable en toutes circonstances et jamais pénible en société. Les therizinosaures vivaient autrefois sur les territoires qui correspondent aujourd'hui à l'Asie et à l'Amérique du Nord durant la fin du Crétacé, soit entre 100 et 66 millions d'années avant notre ère. Leur apparence laissait penser à des carnivores semblables aux T-Rex. Pourtant, ces créatures étaient bel et bien herbivores, dotées de griffes impressionnantes en forme de croissant. Certaines pouvaient atteindre jusqu'à 50 cm. Imaginez seulement le danger qu'ils auraient représenté s'ils avaient été carnassiers. En réalité, ils utilisaient ces griffes pour attraper des branches et en consommer le feuillage. Le Duonichus était de taille respectable, frôlant les 3 mètres de long. Pour vous donner une idée, un hippopotame adulte atteint des dimensions similaires. Il pesait environ 270 kg, soit près de la moitié d'un cheval. Les therizinosaures possédaient un museau allongé rappelant celui du canard, et de longues pattes avant dotées de 3 pouces. Cependant, le Duonichus récemment découvert se distinguait par une anomalie frappante. Il ne possédait que 2 doigts à chaque main. Cette trouvaille, aussi rare qu'inattendue, a suscité un vif enthousiasme dans la communauté paléontologique. 2 doigts au lieu de 3, quelle importance, pourriez-vous penser? Mais cette singularité est loin d'être anodine. Elle éclaire l'évolution des dinosaures. Les dernières recherches paléontologiques révèlent qu'une telle découverte a été faite en Mongolie. La plus grande griffe fossilisée jamais trouvée, incurvée et longue de 30 cm. Autrement dit, elle ressemblait à une immense banane. Ce qui frappait surtout, c'est qu'elle était recouverte de kératine, tout comme nos ongles. Imaginez, d'énormes lézards ayant arpenté la Terre il y a des dizaines de millions d'années, avec des griffes faites du même matériau que les nôtres. La nature ne cessera jamais de nous étonner. Avez-vous déjà entendu cette étrange théorie affirmant que le T-Rex serait devenu un poulet et le Vélociraptor une autruche? Une telle évolution implique d'innombrables transformations. Mais le dinosaure à 2 doigts donne une vision plus claire et plus fine de cette évolution complexe. Les therizinosaures possédaient 3 doigts munis de griffes sur chaque patte. Mais pourquoi l'un d'eux aurait-il été éliminé par la nature? Selon les spécialistes, il s'agirait d'un choix fonctionnel. Une patte dotée de 2 doigts aurait sans doute gagné en robustesse et en souplesse, facilitant la préhension des feuillages et des branches, à la manière des caméléons. D'après certains chercheurs, cette patte à 2 doigts servait à se défendre, à s'occuper de ses congénères, voire à jouer. Difficile d'imaginer leur jeu. Peut-être faisaient-ils des high five? Enfin plutôt, des high two? Il serait fascinant qu'ils aient utilisé ces pinces non seulement pour se nourrir, mais aussi pour se défendre contre les prédateurs. En parlant de prédateurs, le T-Rex possédait une structure de pattes semblable, mais ses petits bras étaient inutiles. On aimerait imaginer le Duonichus en train de boxer avec les siens, ou de grimper aux arbres. Certes, c'était un herbivore, mais cela ne signifie pas que les autres dinosaures pouvaient l'intimider impunément. Disons que le Duonicus savait se montrer doux avec les faibles et redoutable face aux forts. Voilà pourquoi il serait sans doute l'invité d'honneur de toute fête de dinosaures. Mais l'invité le plus insolite de cette fête serait sans conteste le Deinocheirus, surnommé Main Terrible. Tandis que le Duonichus illustre la transition de 3 à 2 doigts, le Deinocheirus révèle quant à lui jusqu'où ces anciens reptiles auraient pu évoluer, en cheval, ou en tout autre être inattendu. Cela semble farfelu, mais découvrons-le ensemble. En 1965, dans le désert de Gobi, en Mongolie, furent exhumés les bras, les mains et la ceinture scapulaire d'un dinosaure encore inconnu. Après reconstitution, 2 longs bras inquiétants prirent forme. Durant des années, ces membres sans corps demeurèrent au musée. Les faits étaient à la fois cocasses et troublants. Chaque bras mesurait environ 2,40 m de long, plus grand qu'un joueur de basket. Les paléontologues poursuivirent leurs fouilles dans le désert de Gobi pour retrouver d'autres vestiges, mais en vain. Le Deinocheirus devint ainsi l'une des plus grandes énigmes de la paléontologie. Quelle créature possédait de tels bras? Que mangeait-elle? Quel était son mode de vie?
Autant de questions restées sans réponse jusqu'en 2014. D'après les plus récentes recherches paléontologiques, une équipe de l'Institut coréen des géosciences et des ressources minérales a mis au jour de nouveaux restes remarquablement bien conservés du Deinocheirus. Ces précieuses découvertes ont permis aux spécialistes de reconstituer son apparence. Et cette avancée s'est révélée bien plus fascinante encore que la découverte du dinosaure à deux doigts. Êtes-vous prêts? Le Deinocheirus était gigantesque, plutôt lent, doté d'une tête évoquant celle d'un cheval et d'une colonne vertébrale formant une sorte de bosse. Son apparence était proprement déroutante, même pour une œuvre de science-fiction. Cette espèce de dinosaure appartenait au groupe des ornithomimosauriens, des créatures proches de l'autruche, réputées pour leur agilité et leur rapidité. Mais le Deinocheirus s'en distinguait radicalement. Plutôt que d'être vif, il se caractérisait par une stature massive, 11 mètres de long pour 6000 kg, soit presque le poids d'un éléphant adulte et la moitié d'un wagon de métro. Malgré ses proportions imposantes, le Deinocheirus n'était guère menaçant. Son long museau, rappelant à la fois celui d'un cheval et d'un canard, était édenté. Pour les tyrannosaures et autres colosses carnivores, il représentait donc une proie facile. Ce n'est pas qu'une simple hypothèse. Les paléontologues ont relevé sur ces os fossiles des traces de morsures. Ce malheureux géant est donc tombé entre les griffes de redoutables prédateurs. Mais que consommait donc cet étrange lézard? Son régime était des plus variés. Plantes tendres, algues, petits vertébrés, poissons. À l'aide de son bec et de sa langue, il aspirait la nourriture au fond des lacs ou des rivières, puis avalait des pierres pour faciliter le broyage des aliments. Ses galets, en fragmentant les morceaux ingérés, facilitaient la digestion dans son estomac. Il utilisait ses terribles mains pour extraire ou saisir sa nourriture au sol ou dans les arbres. Toutefois, la région la plus énigmatique de son anatomie restait son dos et sa queue. Les os de l'extrémité caudale étaient soudés en une unique structure, nommée pygostyle, semblable à celle qui, chez les oiseaux actuels, soutient leurs plumes. Il se pourrait que le Deinocheirus ait agité sa queue à la manière d'un éventail. Son dos, quant à lui, était orné d'épaisses excroissances osseuses émergeant de la colonne vertébrale. Recouvert de peau, ces reliefs conféraient à l'ensemble une apparence singulière évoquant une voile. En observant une telle morphologie, fruit de l'évolution, on ne peut s'empêcher de se poser la question, quelle en était la fonction? Les chercheurs avancent que les ligaments s'étendant depuis la colonne vertébrale aidaient à soutenir l'abdomen massif et les membres inférieurs du dinosaure. Pour se représenter ce mécanisme, songez à un pont à haubans. De grandes structures verticales y sont reliées à des câbles qui soutiennent la chaussée. De même, les épines dorsales et les ligaments du Deinocheirus contribuaient à soutenir son poids. À cette fête des dinosaures, il incarnerait ce personnage grand et réservé qui fait maladroitement tomber un verre, provoquant un moment de gêne. Solitaire, il rêverait de se faire des amis, et il y parviendra sans doute. Le Diplodocus ferait un compagnon de choix. Un dinosaure herbivore à deux doigts, à l'apparence trompeusement prédatrice, et un colosse à l'allure chevaline muni de longs bras illustrent à merveille l'étonnante diversité de l'évolution des dinosaures. Le T-Rex, le Vélociraptor ou le Diplodocus occupent toutefois le devant de la scène. Il serait formidable que les paléontologues découvrent de nouvelles espèces susceptibles d'évincer ces figures emblématiques de leur piédestal. Seriez-vous tenté par un film dont les vedettes seraient le Deinocheirus et le Duonichus? Moi, oui. Une découverte fascinante et pour le moins inattendue a émergé parmi les roches de la vallée d'Ica, au Pérou. Les ossements d'une baleine préhistorique, Perucetus colossus, ayant vécu il y a près de 40 millions d'années. Initialement, ces os massifs et aux formes inhabituelles n'ont pas suscité beaucoup d'intérêt, car on les a pris pour de simples rochers gigantesques. Certes, cette hypothèse pouvait intriguer, mais les choses ont pris une tournure différente lorsque les chercheurs ont réalisé qu'ils étaient face au reste d'un animal marin colossal qui arpentait autrefois les côtes du Pérou. Par ailleurs, cette baleine serait probablement l'être le plus lourd à avoir jamais existé. Désolé, la baleine bleue, on sait que tu as tout fait pour obtenir ta place au sommet. Avec une longueur de plus de 30 mètres et un poids dépassant 200 tonnes, elle mérite son statut de plus grand animal de la planète. Toutefois, il semble que son règne touche à sa fin. Il est temps de céder le titre à un nouveau prétendant. Et celui-ci est véritablement titanesque. Cette créature des océans était sans doute plus courte que la baleine bleue, mais nettement plus lourde.
avec une masse estimée entre 93 et 370 tonnes. Si les calculs penchent vers la fourchette supérieure, Perucetus pourrait devenir le plus grand animal jamais connu sur Terre. Ce poids impressionnant s'explique par des os extraordinairement denses et épais, un trait qu'on observe encore aujourd'hui chez des espèces comme les lamantins ou certains des premiers cétacés. Ces os denses représentent un atout considérable pour les mammifères marins, car ils leur permettent de rester immergés la majorité du temps. Mais un excès de poids peut être problématique. Un corps trop lourd aurait tendance à couler en permanence, obligeant l'animal à dépenser une énergie considérable pour remonter à la surface. Pour éviter cela, les mammifères marins doivent posséder suffisamment de tissus plus légers, comme des muscles ou de la graisse, pour garantir leur flottabilité tout en minimisant leurs efforts. Les scientifiques ne disposaient pas du squelette complet, ce qui complique l'évaluation de la taille de l'animal. Cependant, ils ont utilisé le rapport entre les os lourds et les tissus plus légers, observés chez d'autres mammifères marins pour estimer le poids total de cette immense baleine préhistorique. Ces fossiles ont été découverts il y a environ 13 ans, et les chercheurs ont passé les 10 années suivantes à extraire la baleine de la roche. L'analyse de son anatomie et de son âge a révélé qu'elle était apparentée au Basilosaurus, une baleine dotée d'un long museau garni de dents acérées, et d'un corps élancé évoquant celui d'une anguille. Même si Perucetus n'était pas plus grand que la baleine bleue, il n'en demeurait pas moins un géant régnant sur les profondeurs océaniques. Contrairement aux baleines modernes, il est plausible que cette créature ait été un prédateur s'attaquant à des proies de grande taille. Cette découverte bouleverse également notre compréhension de l'évolution des baleines. Les chercheurs pensaient auparavant que ces majestueuses créatures avaient atteint des tailles impressionnantes il y a environ 5 millions d'années lorsqu'elles ont commencé à consommer une grande quantité de petites proies. Or, voici la preuve que des baleines gigantesques existaient bien avant. Toutefois, il reste à élucider comment cette baleine trouvait suffisamment de nourriture pour subvenir à ses besoins. Par ailleurs, il reste difficile de déterminer précisément le régime alimentaire de cette ancienne créature. Avec sa taille imposante et sa nage lente, elle devait probablement chercher sa nourriture dans des eaux peu profondes. Elle se nourrissait sans doute de crustacés, de palourdes ou d'autres petits animaux enfouis dans le sable. Une hypothèse propose qu'elle était charognarde, se nourrissant des restes d'animaux trouvés sur son passage. Il n'est pas rare de découvrir des fossiles d'animaux marins dans les déserts, car bon nombre de ces zones étaient autrefois immergées. Le Sahara, par exemple, était, il y a 50 à 100 millions d'années, une mer peu profonde appelée la voie maritime transsaharienne. Si cette région est aujourd'hui aride, les habitants de ces lieux avaient conscience de son passé aquatique, car ils y trouvaient souvent d'anciennes coquilles. La mer atteignait une profondeur d'environ 50 mètres, une profondeur idéale pour la baignade. Certains pourraient comparer cette région au Porto Rico d'aujourd'hui, avec son abondance de soleil et ses eaux peu profondes. Les forêts de mangroves y étaient répandues, tout comme les fonds marins recouverts de mollusques, tels que les escargots et les palourdes. Les sédiments marins déposés après l'assèchement de la mer regorgent de fossiles variés. Les créatures peuplant cet ancien monde sous-marin avaient une apparence peu engageante et étaient nettement plus imposantes que leurs descendants actuels. Un être humain de taille normale aurait à peine constitué un encas pour ces géants, loin d'un repas complet. Généralement, lorsqu'un animal s'établit sur une petite île, il peut atteindre une taille bien supérieure à celle de ses congénères continentaux. Ce phénomène, connu sous le nom de gigantisme insulaire, s'explique par la présence accrue de ressources ou la réduction du nombre de prédateurs sur les îles. Peut-être un phénomène similaire s'est-il produit dans la voie maritime transsaharienne. Bien qu'il ne s'agisse pas d'une île, les mouvements incessants des eaux ont formé de petites poches isolées. Les conditions spécifiques qui y régnant ont vraisemblablement favorisé la croissance de certaines espèces. Ainsi, on retrouve des créatures telles que des serpents de mer et des silures colossaux, ainsi que d'autres poissons aujourd'hui disparus. Parmi eux, un pycnodontiforme se distinguait par ses mâchoires puissantes, qu'il utilisait pour broyer des coquilles et s'attaquer à des proies dures. La dentition de ces animaux témoigne de leur rôle de prédateurs dans cet écosystème. Leur régime alimentaire a évolué avec le temps, à l'instar de certains piranhas modernes. Mais la compétition pour dominer la chaîne alimentaire était féroce, surtout face à des prédateurs d'envergure tels que les requins, les crocodiles ou encore d'antiques ancêtres des éléphants. Le Sahara a connu plusieurs phases dans son histoire. Si vous aviez une machine à remonter le temps et que vous visitiez ce qui est aujourd'hui le plus grand désert chaud du monde tel qu'il était il y a environ 6000 ans, vous ne seriez pas confronté à une mer de sable brûlant.
vous pourriez au contraire profiter d'une promenade agréable à travers un paysage luxuriant. Les habitants de cette région, autrefois, ne laissaient donc pas de peinture sur les parois des grottes représentant des chameaux, des dunes ou des scorpions, ces éléments caractéristiques du Sahara actuel. À la place, ils dessinaient des crocodiles. Ces illustrations offrent une preuve supplémentaire qu'à une époque, le Sahara regorgeait d'eau et de végétation, suffisamment pour accueillir ces imposants et redoutables reptiles. Il y a environ 3 milliards d'années, la Terre était probablement presque entièrement recouverte d'eau. Aujourd'hui, les océans couvrent environ 71% de la surface terrestre, mais il semble qu'à cette époque, elle ressemblait à un vaste monde océanique, sans continent véritable, seulement parsemé de quelques îles. Des scientifiques ont examiné des roches particulières en Australie occidentale, formées dans un environnement profondément immergé, appelé système de source hydrothermale. Pour mieux comprendre, il faut mentionner 2 types d'oxygène courant, O16 et O18. Ce dernier, plus lourd grâce à ses neutrons supplémentaires, s'évapore moins facilement. En analysant d'anciens fonds marins, les chercheurs ont découvert une proportion significative d'O18, bien supérieure à celle observée dans les océans actuels. Cela les a amenés à conclure qu'autrefois, la Terre comptait moins de terres émergées qu'aujourd'hui. L'Australie, autrefois un lieu verdoyant abritant de grands animaux et de vastes forêts tropicales, est aujourd'hui l'endroit idéal pour mener ce type d'études. Avec le temps, cette terre est devenue plus aride, et des déserts tels que le grand désert de Victoria se sont formés. Les forêts tropicales, quant à elles, se sont progressivement réduites aux extrémités du continent. Ce phénomène, connu sous le nom de désertification, se produit lorsque des terres, auparavant fertiles et adaptées à l'agriculture, se transforment en déserts. Si les changements climatiques naturels contribuent à cette évolution, les activités humaines, comme l'exploitation minière, l'agriculture intensive ou la construction urbaine, jouent également un rôle important dans cette transformation. Lorsque des terres deviennent désertiques, cela pose de nombreux problèmes. Elles ne peuvent plus produire de nourriture, l'eau potable y devient insuffisante, et les animaux perdent leur habitat naturel. Pour lutter contre ce phénomène, de nombreux pays ont adopté un plan. Celui-ci vise à collaborer avec les agriculteurs pour restaurer les terres dégradées, gérer l'eau plus efficacement et préserver les zones encore productives, dans le but d'améliorer les conditions de vie sur notre planète. Au fil du temps, les archéologues ont mis au jour une foule de trésors sur les pierres runiques. Malédictions, poèmes, formules magiques protectrices, et même des querelles d'héritage. Pourtant, un artefact norrois récemment exhumé, nommé pierre de Svingerud, ne porte qu'un seul mot. Cela peut sembler bien fade, mais détrompez-vous, il s'agirait peut-être de la plus ancienne pierre runique jamais découverte. Près de 2 millénaires d'existence, et ce n'est pas tout. Les fouilles se poursuivent, et selon ce que l'on découvrira ensuite, elles pourraient révéler des secrets et éclairer le véritable sens de ces mystérieuses runes magiques. Voyons à présent jusqu'où l'on peut réécrire l'histoire connue avec un simple mot gravé dans la pierre. Il y a fort longtemps, durant les premiers siècles de notre ère, les Scandinaves croisèrent la route des Romains. Ils échangèrent des biens comme le verre ou l'argent, et peu à peu, les coutumes romaines, y compris l'usage de l'écrit, s'implantèrent au nord. Les peuples nordiques, séduits par l'alphabet romain, désiraient néanmoins disposer de leurs propres signes. C'est ainsi qu'ils mirent au point un système original de caractères, qu'ils baptisèrent runes. Près de 20 siècles plus tard, en 2021, des archéologues exploraient un site funéraire de l'âge du fer aux abords du village de Svingerud, à l'est de la Norvège. Parmi les sépultures à crémation, ils mirent au jour une dalle de grès rougeâtre destinée à devenir un élément central d'une découverte archéologique majeure de Norvège. D'une taille comparable à celle d'une table basse, la pierre mesure un peu plus de 30 cm de large. Elle fut exhumée aux côtés de restes calcinés et de charbon, éléments caractéristiques d'une ancienne tombe cinéraire. Les runes qu'elle porte, gravées de manière grossière et peu profonde, semblent avoir été tracées à l'aide d'un objet pointu, tel un couteau ou une aiguille. Les pierres runiques ne sont pas rares, et les archéologues ont souvent l'occasion d'en mettre au jour, en particulier dans cette région. Toutefois, les analyses indiquent que tant le site funéraire que les inscriptions gravées sur la pierre remontent probablement à une période comprise entre le 1er et le 3e siècle. Cela nous situe bien avant l'ère viking, officiellement amorcée aux environs de l'an 800.
ce qui en fait l'un des plus anciens témoignages fiables de l'écriture scandinave. À première vue, ces gravures évoquent soit des symboles mystiques destinés à solliciter l'aide des divinités nordiques, soit de simples entailles désordonnées tracées par un homme furieux frappant la pierre. Pourtant, il s'agit bien de lettres authentiques, maladroites, certes, mais volontaires. Ce système d'écriture ancestrale était utilisé par les tribus germaniques établies en Europe du Nord. On le retrouvait gravé sur du bois, des os ou de la pierre. Les signes, aux formes droites et anguleuses, s'expliquent par la difficulté à tracer des courbes avec les outils rudimentaires de l'époque. Au contact de l'Empire romain, les tribus germaniques n'empruntèrent pas simplement les lettres latines. Elles s'inspirèrent du principe même de l'écriture et conçurent leur propre système. Cet alphabet originel fut nommé Futhark ancien. Il comportait 24 caractères, retrouvés sur des objets datant approximativement du 2e au 8e siècle de notre ère. Ce nom vient de ses 6 premières lettres, F, U, Th, A, R et K. Chaque rune possédait probablement un nom reflétant le son qu'elle représentait. Ainsi, la rune associée au son A s'appelait Ansuz. Cependant, nul contemporain ne nous a laissé de guide expliquant ces noms. En vérité, la capacité à les lire fut perdue durant des siècles, jusqu'à ce qu'en 1865, le linguiste norvégien Sophus Bugge les déchiffre, en recoupant divers indices. Il étudia les alphabets runiques postérieurs ainsi que des poèmes anciens faisant mention des runes, à la manière d'un enquêteur reconstituant un portrait à partir de témoignages épars. Pour de nombreuses runes, notamment les plus anciennes du Futhark ancien, le sens demeure incertain et sujet à débat. Elle n'était pas connue du grand public, comme en témoigne le fait que seules environ 350 inscriptions nous soient parvenues. Ce manque de diffusion évolua lorsque le proto-norrois se transforma en vieux norrois, la langue des redoutables vikings. L'alphabet fut alors simplifié. Les 24 runes initiales furent réduites à 16, donnant naissance au Futhark récent, bien plus largement utilisé. Les runes n'étaient point pas destinées à la rédaction d'ouvrages ou à la tenue de chroniques quotidiennes. On les retrouvait gravées sur des pierres tombales, des armes ou divers objets usuels. On estime qu'elles servaient à marquer une possession, honorer un défunt, transmettre un message succinct ou encore offrir une protection magique. À leur début, certaines runes revêtaient sans doute une valeur spirituelle ou rituelle particulière. Un aspect fascinant des pierres runiques réside dans leur usage fréquent à des fins d'autopromotion ou de vantardise. Un peu comme un ancien statut publié sur un réseau social, mais gravé dans la pierre. L'un des exemples les plus parlants est une pierre du XIe siècle commandée par un certain Wigmund, qui s'y désigne lui-même comme « le plus malin des hommes ». Il précise même qu'il était capitaine de navire et s'est assuré que nul n'ignore ses faits de son vivant. Dans le poème norrois Havamal, Odin raconte s'être suspendu à l'arbre du monde durant 9 nuits, transpercé d'une lance afin d'acquérir la connaissance des runes. Cela illustre la puissance mystique que l'on attribuait à ces signes. Il n'est donc guère surprenant que le mot « rune » dérive d'un terme proto-germanique signifiant « secret » ou « murmure ». On dit souvent que les mots détiennent un pouvoir, et pour les anciennes tribus germaniques, ce pouvoir revêtait une véritable dimension magique. Voilà pourquoi il importe de savoir à quel moment cette magie est née, et la pierre de Svingerud peut nous éclairer, car il ne s'agit pas seulement de connaître la date de son inscription, mais aussi d'en comprendre le contenu, l'emplacement et le contexte. Le lieu de sa découverte constitue déjà un site archéologique majeur, renommé pour ses trouvailles remarquables, notamment le célèbre casque de Geirmundbu, seul casque viking jamais retrouvé en Norvège. La pierre avait été déposée dans une fosse de crémation, aux côtés des restes d'un adulte et de quelques effets personnels. Grâce à l'analyse du charbon et des fragments osseux, les chercheurs ont pu déterminer son ancienneté, en recourant à la datation au radiocarbone. La pierre de Svingerud n'est nullement le premier artefact nordique ancien portant des runes découverts par les archéologues, loin de là. Les gens gravaient autrefois des runes sur divers objets du quotidien. Peignes, bijoux, couteaux. Certains spécimens pourraient même être d'un âge comparable. D'autres fragments comportent également des runes, mais sont souvent brisés, dispersés ou impossibles à dater précisément. Toutefois, la datation au radiocarbone a permis de confirmer que la pierre de Svingerud constituait à ce jour la plus ancienne pierre runique connue. L'inscription qu'elle porte suggère une fonction rituelle et peut-être même un message adressé aux défunts. L'inscription est brève,
un seul mot, Idiberug. Son sens exact demeure inconnu. La portion la plus lisible mentionne Idibera, et la majorité des spécialistes estiment qu'il s'agit vraisemblablement d'un nom propre. Peut-être une forme génitive, signifiant d'Idibera ou appartenant à Idibera. Il pourrait donc s'agir du nom de la personne ensevelie ou de celui d'une figure honorée. Il est fort probable qu'il s'agisse d'un prénom féminin, ce qui ferait d'Idibera la première femme connue à avoir été associée à l'écriture runique. Les chercheurs estiment aujourd'hui que la pierre de Svingerud appartenait à un monument plus grand. Ils ont mis au jour plus d'une douzaine de fragments de grès éparpillés parmi plusieurs tombes du site. Une fois assemblés en laboratoire, ces morceaux s'imbriquaient parfaitement, comme un puzzle, ce qui suggère qu'ils provenaient tous d'une même pierre dressée. Le fragment principal, comportant l'inscription, fut découvert dans une sépulture, tandis que d'autres pièces similaires reposaient dans des fosses de crémation voisines. Les archéologues pensent que la pierre fut brisée, puis réutilisée dans le cadre d'un rituel, peut-être dans le but de relier symboliquement différentes personnes ou générations inhumées sur place. Au lieu de signaler une seule sépulture, elle aurait d'abord servi de mémorial, avant d'être redistribuée dans d'autres tombes comme geste rituel. Certains avancent même que ces runes auraient été gravées par des individus distincts à différentes époques. Modeste en apparence, la pierre de Svingerud n'en demeure pas moins un jalon essentiel. Étant la plus ancienne pierre runique connue dans un contexte archéologique sécurisé, elle pourrait éclairer les origines mêmes de l'écriture dans le nord de l'Europe. Cette découverte norvégienne montre que les runes étaient déjà associées au rituel, à la mémoire, et peut-être aussi aux femmes. Et si elles ne constituent qu'un fragment d'un monument plus vaste, alors ce que nous en connaissons n'est qu'un aperçu. De tels artefacts redéfinissent notre compréhension de la période pré-viking, et avec un peu de chance, d'autres pierres suivront, peut-être même l'œuvre d'une autre femme graveuse de runes.